J'ai participé et développé le projet VLC, Oui. donc le lecteur multimédia, qui m'a permis ensuite de créer ma première société. Tu étais déjà originaire d'un milieu entrepreneurial à la base ou pas du tout? Il n'y avait pas du tout de culture d'entrepreneuriat. D'accord. Et d'ailleurs, quand j'ai créé ma première société, donc en sortie d'école, on était en 2003, j'avais pas du tout l'intention de créer une entreprise. Les gens se battaient pas pour devenir entrepreneur, Non, pour non, monter une boîte. à la sortie d'école, dans la promotion, c'était une promotion d'environ 450 personnes. Oui. On était à peu près 5 à avoir le projet De monter une boîte. de monter une boîte. Il se trouve qu'à Centrale, j'étais membre de l'association de télé de Centrale. Et donc ça m'a amené à m'intéresser au projet qui était en train d'émerger, qui était le fameux Vidéolan. D'accord. L'objectif était de diffuser de la télévision sur le campus de l'école. Donc il y avait 1000 étudiants à peu près. Et c'est ce qui a fait que je me suis investi fortement là-dedans. Parce qu'il faut se rappeler, moi je me souviens à l'époque, VLC, tout le monde utilisait ça, quoi. Je veux dire, il y avait Winamp pour les MP3, et puis tu avais VLC aussi, et tout le monde qui regardait des vidéos, etc., téléchargeait. Donc je pense même que la plupart des personnes ne savaient même pas que c'était français. Le monde de la vidéo on demand n'existait pas à ce moment-là. On ne pouvait pas regarder un film comme ça en cliquant. Il y avait pas assez de... C'était tout le monde était équipé en ADSL, pas en fibre optique. Exactement, donc il n'y avait pas de débit, les droits n'étaient pas négociés, donc quand on voulait voir un film, il fallait aller au vidéoclub. Et donc là, tu montes à Nevia. En fait, il y a plein d'opérateurs télécoms qui ont besoin d'infrastructures pour diffuser des vidéos. Diffuser, héberger, diffuser. Quoi. Héberger, diffuser, des optimisations, parce qu'on est sur des débits extrêmement importants. Et la vidéo, en plus, ça rigole pas, parce que si on veut de la qualité, si on veut de la qualité, si le réseau il plante pendant 3 secondes, on n'a pas envie que le match de foot en direct s'arrête. Et donc, j'ai créé avec des amis des solutions, et mes associés, des solutions techniques pour diffuser du streaming vidéo. Comment tu dimensionnes 1,5 million? Parce que tu dis à l'époque, en plus, c'était une belle levée. Donc, souvent, la question que se posent les entrepreneurs, c'est de dire, mais je dimensionne comment? Je dimensionne par rapport à des besoins commerciaux, marketing. Je dimensionne parce que j'ai besoin d'aller plus loin dans mon produit. Je suis un produit tech. Le trio classique, international, commerce, produit. Qu'est-ce que le fonds t'a apporté au-delà des fonds, de l'argent qu'il a investi? L'apport, ça a été de professionnaliser un peu l'entreprise et puis d'avoir rencontré plein de gens. Donc on a rencontré des coachs commerciaux, des super directeurs commerciaux qui nous ont appris ce que c'était que de piloter des équipes de vente, de travailler la proposition de valeur et de comprendre comment on pouvait mieux vendre. Donc c'est plutôt la mise en relation avec énormément de coachs. De mentors qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Comment ça s'est passé la suite 6-9 mois après la levée de fonds, au fait, j'étais bien entouré à l'époque, conseiller financier et tout ça, qui disait mais attends, là en fait on crame trop en fait. Ouais, tu vas dans le mur. Ce qu'ils ne savent pas, mais qu'on sait nous en tant que fonds, pour accompagner des boîtes qui ont vécu ces parcours-là, c'est que souvent elles redémarrent de plus belle. Parce que comme tu dis, tu as enlevé un peu tout l'excédent, tout le gras, tous les gens qui, des fois, sont là, mais ne savent pas pourquoi, quelle est vraiment leur mission. Il reste que vraiment ceux qui sont attachés au projet, qui comprennent qu'on est une période un petit peu on est dans la tempête, là, mais qui se disent, moi, je suis résilient, j'y crois, j'aime ce que je fais, et donc, ils vont mettre les bouchées doubles. Et puis, finalement, tu as un peu les rats qui quittent le navire. La boîte, après, ça repart, ça redécolle. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Anevia à ce moment-là, après cette levée de fonds et après cette période de crise? Donc, la troisième grande étape de financement, ça a été une introduction en bourse. Tu peux dire c'est la bonne affaire, on la vend 15 millions, moi je vais mettre 10 millions pour un peu moins de 10 millions pour ma poche. Et puis finalement tu te dis non. Quand tu t'appliques tout le pacte. Tu as oublié de lire la petite clause là qui dit qu'en fait ça ne sera pas tout à fait ça, on va se servir en premier. Et là tu te dis non, finalement je vais prendre que 2-3 millions et encore. Où, malgré des sommes levées extrêmement conséquentes, tu as des fondateurs d'entreprises la société cédée mais qui touche zéro parce que la suite de l'aventure a été décevante et la vente a été en quasi-totalité pour rembourser les investisseurs. Ce qu'on ne dit pas ici, c'est que en fait, à chaque fois qu'on fait une opération dans les sociétés technologiques, on est obligé de fixer une valo et on regarde un montant. Et donc, on va souvent plus raisonner sur un taux de dilution acceptable au regard de montant dont va avoir besoin la société pour se développer. Les investisseurs se prémunissent d'un amortisseur à la baisse. Et voilà, donc ça veut dire que les valos ne servent à rien tant qu'on n'a pas été sur une valo de rachat. Où c'est là où on découvre la martingale et on se dit on gagne ou on ne gagne pas. Donc toutes les valos, même celles qu'on entend dans la presse, elles sont assez fictives, puisque celle qui compte, c'est celle du rachat in fine ou du LBO qui permet de faire un vrai cash out. Et c'est là où on voit la révélation
de est-ce que ça a été une bonne affaire ou pas et pour qui. Et toi, tu t'en sors bien parce que sur les 20 millions que tu as levés, il t'en reste encore quelques-uns et tu te retrouves pas dépourvu ou entre guillemets à poil comme certains concurrents qui, eux, ont tout cramé, ont levé beaucoup et commencent à se poser des questions de rationaliser, de réduire les effectifs. Toi, tu n'as pas eu besoin de te poser cette question. Non. Alors, on a toujours fait attention au coût, Oui. et puis on a t'oscilles entre l'accélérateur et le frein. Et si tu avais d'ailleurs à ce titre-là quelque chose à partager sur des personnes qui entreprennent aujourd'hui dans le contexte actuel que tu connais, qu'est-ce que tu leur recommanderais ou qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit aujourd'hui que tu trouves important au regard de toi, de la trame, de ton fil conducteur, de la colonne vertébrale que tu as développé dans tes différentes activités? Dans les entrepreneurs que je vois ou que j'accompagne, je vois beaucoup le fantasme, effectivement, de la levée de fonds. Le fantasme de notoriété Non, mais de dire pour créer une entreprise valide, qui a un peu d'ambition, il faut lever des fonds. Je suis très en phase avec un certain nombre d'entrepreneurs qui communiquent pas mal et qui revendiquent le bootstrapping. Surtout les premières années. Surtout les premières années, et ils ont raison. Après, il ne faut pas non plus être dans l'excès, en disant il ne faut jamais lever de fonds, parce que évidemment, il y a des moments où c'est ça, mais je dirais que la période actuelle est quand même plus saine. Et il faut créer des entreprises où tu n'as pas forcément besoin de lever de fonds auprès de business angels et auprès le meilleur argent, c'est celui de ton client.